Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais vous faire la petite intro. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent Flupa ce soir? Il y a du monde, hein. Ok, bon, excellent. Flupa est une association en charge de la promotion de l'UX design en francophonie, au sens large. C'est les Gobelins qui nous accueillent ce soir, conférence de Célia Audan, l'UX appliqué aux jeux vidéo. Et sinon, juste avant de passer le micro, j'aimerais remercier Céline, mon acolyte qui se cache. C'est clairement grâce à Céline que cet événement a lieu ce soir. Et c'est probablement elle qui va reprendre la gestion de l'antenne incessamment sous peu. Tiens, tac. Et puis vas-y, tu pourras faire. Bonsoir, je suis ravie d'être là ce soir et que la salle soit aussi pleine, ça fait plaisir parce que c'est quand même beaucoup d'organisation pour Flupa, pour le lieu d'accueil, pour les conférenciers et ça nous fait très plaisir quand vous venez aussi nombreux. Donc voilà. On peut enchaîner. On enchaîne avec Pascal Guingenet qui s'occupe... Voilà, je suis directrice du développement à Gobelin Paris et on est ravis de vous accueillir ici. Pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà, alors on est connus beaucoup sur le cinéma d'animation, mais donc, voilà, je vais passer les slides. On a un certain nombre d'activités sur tout ce qui concerne l'image. Donc là, vous voyez nos différents départements: animation, design graphique, motion design, design interactif, jeux vidéo, photographie, musique et son. Donc voilà, on répartit toutes nos activités sur ces différentes filières de spécialités qui sont en lien avec l'image. Et le son, depuis quelques années également en formation professionnelle continue, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'image sans son. On a en formation jeune des formations de Bac plus 3 à Bac plus 6, donc juste pour vous donner des chiffres grosse masse, donc ça représente à peu près 16 formations post-bac. On accueille à peu près 1200 élèves par an, dont 40% en apprentissage, et on a des taux de réussite assez positif, puisqu'on a 96% de taux de réussite aux examens et 80% de taux d'insertion à 6 mois. Donc ça, c'est pour la formation des jeunes. Et sur la formation professionnelle continue, donc la formation des adultes, la formation tout au long de la vie, on a les mêmes répartitions de départements. On a un catalogue d'un peu plus de 200 formations. On accueille plus de 1600 stagiaires par an, avec 500 entreprises clientes. La particularité à Gobelin, c'est que ce ne sont que des enseignants qui sont des professionnels en activité. D'ailleurs, c'est valable pour la formation des jeunes également. On a très peu d'enseignants permanents Gobelin, c'est surtout des professionnels. Et on a un taux de satisfaction de 92% en formation professionnelle continue. Dans nos formations professionnelles, on a toute une gamme sur l'UX design, et là particulièrement je tenais juste à mentionner les quelques nouvelles formations que l'on lance là au dernier trimestre 2024, donc qui sont des formations très spécialisées sur le design ops, sur l'UX research, etc. Et d'ailleurs, petite information sur le produit gagnant formation, puisque vous avez vu qu'il y a un jeu avec un tirage au sort à la fin. La formation pour le premier prix, ce sera une de ces nouvelles formations sur 2 jours. Donc si vous êtes intéressé par l'un de ces programmes sur 2 jours, eh bien, potentiellement vous pourrez être l'heureux gagnant. On a aussi sur la partie jeux vidéo, et qui touche finalement l'animation aussi, tout un tas de formations sur les logiciels Blender, Unity 3D, Unreal Engine et tout ce qui est 3D temps réel. Et en formation initiale, mais qui peut être aussi de la formation continue, puisque ce sont des masters, donc en fait on peut faire ça même après avoir déjà travaillé une partie. On a une nouvelle formation qui va se lancer en septembre 2025 sur un Master Advanced Game Creation and Real-Time Application. Donc ce sera en 2 ans. On a un Master Visual Storytelling qui a démarré cette semaine.
et un bachelor Game Art, là c'est pour post-bac, donc c'est plutôt pour les élèves, les jeunes, et puis un master spécialisé en un an, design d'expériences interactives, immersives et ludiques, donc qui est une formation avec le CNAM, et là c'est souvent aussi des adultes qui viennent sur ces formations. Donc on a un panel de formations en termes de UX et jeux vidéo qui est assez large, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir après la conférence. Et puis pour les entreprises qui sont ici, on a tout un tas de, on va dire, pas de services, mais en tout cas de liens avec les entreprises qui sont très très forts. Et aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous pouvez recruter nos talents. On a d'ailleurs un speed recruiting qui a lieu le 19 et 20 septembre pour recruter des apprentis et des alternants. Et on a un job dating le 22 octobre pour les entreprises qui veulent embaucher des anciens gobelins, jeunes diplômés ou pas jeunes, puisqu'on a aussi des alumni qui participent à ce job dating. On peut donc former vos collaborateurs avec la formation continue, mais vous-même, vous pouvez interagir avec nous dans nos formations parce que vous pouvez être jury, vous pouvez intervenir dans nos formations. Donc il y a plusieurs liens possibles avec les entreprises qui vont... vos apports professionnels sont intéressants pour nous puisque ça nous permet de former les jeunes à ce qui se passe sur le terrain. Et puis toujours la possibilité de soutenir Gobelin puisque nous sommes une école privée. Donc on a toujours besoin de fonds pour le matériel, pour améliorer nos formations, puisque aujourd'hui, comme toute école privée, il y a des notions de finance et d'équilibre. Et voilà, les formations coûtent un certain prix. On essaye de rester sur des prix raisonnables qui permettent quand même aux jeunes de venir se former. Mais voilà, en contrepartie, on va chercher des bourses, on va chercher des dons, etc. pour pouvoir être à minima à l'équilibre. Donc voilà pour la présentation rapide de Gobelin. Je vous invite, si vous le souhaitez, on a mis des affiches dans le fond après la conférence, à flasher le QR code là qui apparaît et vous aurez un petit questionnaire qui vous permet de dire voilà, je serai intéressé par ça ou ça ou ça et on vous recontactera après pour de plus amples informations en ce qui vous concerne. En tout cas, l'équipe de Gobelin que vous pourrez identifier avec le t-shirt après la conférence. Vous pouvez venir nous poser toutes vos questions sur nos formations, sur l'organisation, etc. Et je rappelle qu'il y a un tirage au sort avec un certain nombre de prix. Donc, n'oubliez pas de mettre votre bulletin dans l'urne. On fera le tirage à la fin de la conférence. Voilà. Donc, je laisse, merci et encore bienvenue chez nous. Et puis, je laisse la parole à Célia. Oui. Juste pour vous informer, à la fin de la conférence, il y aura le tirage au sort. On vous invite à rester. A priori, c'est Célia qui s'en occupera de dépouiller, de tirer. Il y a les lots à gagner. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Il n'y a pas de prochain événement qui est programmé pour le mois d'octobre, si ce n'est éventuellement un after-work dont la date est définie. Je ne l'ai plus en tête, mais la billetterie ne devrait pas tarder à arriver. Et le dernier truc que je voulais vous dire, le replay sera disponible la semaine prochaine. On va tout faire pour. Voilà. Merci et un grand merci à Célia d'être présente ce soir. Ah oui, tu as bien fait de me le rappeler parce que j'allais oublier. J'arrive, il faut que je démarre. Si j'arrive à récupérer mon truc. Hop, toc. On est bon. Ok, bonjour, bonsoir. Merci à tous et toutes d'être ici ce soir. Merci surtout à Flupa et aux Gobelins de m'accueillir. Je suis très heureuse de enfin faire cette conférence parce que j'étais censée la faire il y a quelques mois et j'étais complètement malade. Donc j'étais au fond du lit, donc c'était vraiment pas possible. Juste pour que vous sachiez, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de ce que je fais. Moi, j'ai un doctorat en psychologie. Je suis spécialisée en développement cognitif. Je l'ai eu à Paris 5 en France, mais maintenant je travaille aux États-Unis. J'ai démarré ma carrière dans le jeu vidéo chez Ubisoft il y a une quinzaine d'années à Paris. Après, je suis allée à Ubisoft Montréal. Après, je suis allée chez LucasArts à San Francisco, travailler sur des jeux Star Wars. Ensuite, j'ai bougé chez Epic Games pour travailler au niveau studio. Donc, j'ai travaillé sur Unreal Engine, sur Fortnite et plein d'autres jeux jusqu'à fin 2017. Et depuis, je suis indépendante. Donc, je travaille en consulting sur la stratégie UX et c'est de ça dont on va parler.
Ok, donc juste pour les personnes, je sais qu'apparemment il y a quelques personnes qui sont pas trop au courant de qu'est-ce que l'expérience utilisateur. Bon, c'est une image très simple, mais en gros c'est ça. Quand on design un produit, que ce soit un parc, un jeu vidéo ou quoi que ce soit, si on fait ça dans un silo et qu'on regarde pas un peu ce qui se passe, bah, c'est ça qui se passe. Et le design que l'on fait, que l'on pense, que l'on conçoit, va peut-être et même sûrement être différent de l'expérience que les utilisateurs vont en avoir. L'expérience utilisateur, c'est vraiment comment les gens qui utilisent le produit, donc ici c'est un parc, vont utiliser le système par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc là, en l'occurrence, même si on a un joli route pavée, on va couper parce qu'on est pressé et on veut traverser dans les clous. Et donc, du coup, bah, ça va être moche. Et donc, les gens, quand on design quelque chose et qu'on n'y pense pas suffisamment tôt, on ship le produit et on s'aperçoit que les utilisateurs, bah, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Et donc, on va se dire, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut utiliser le produit. Donc, on met des pancartes, des trucs, des machins. Et donc, ça marche pas bien, en fait. Ce qu'il faut, c'est penser le produit dès le départ par rapport à comment, déjà, quels sont les problèmes des utilisateurs, pourquoi on a besoin d'un produit ici, qu'est-ce que les utilisateurs vont vouloir faire, et on pense le produit pour les utilisateurs. Et pour ça, on a besoin de considérer l'être humain, parce que les utilisateurs sont des humains, et en tant qu'humain, on a certaines compétences, mais aussi on a beaucoup de limitations, notamment des limitations physiques et cognitives. Et donc, on prend ça en compte quand on design des produits. Le but, c'est d'améliorer la vie des gens avec la technologie. Et malheureusement, des fois, quand on n'a pas d'approche UX comme ça, bah, les objets ne marchent pas et ça nous énerve. Et voilà, ça arrive très souvent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes en UX quand c'est pas bien fait. Pourquoi on a besoin des sciences cognitives en UX ? Parce qu'une expérience, que ce soit l'expérience d'un jeu vidéo ou d'un parc ou quoi que ce soit, se passe dans notre cerveau. Les émotions que vous avez, ce que vous comprenez, ce que vous percevez, tout ça, ça se passe dans notre cerveau. Donc on a besoin d'un petit peu comprendre les bases du fonctionnement du cerveau pour pouvoir améliorer un système, un service, un jeu pour les utilisateurs. Donc on va voir de façon très large hein, comment le cerveau fonctionne et surtout quelles sont les limites les plus, on va dire, importantes de nos capacités mentales, de nos processus mentaux. Pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le cerveau. Alors, c'est hyper schématisé, hein. Mais en gros, quand on l'a, par exemple, vous êtes en train de traiter une information qui vous vient essentiellement de vos sens de la vision et de l'audition. Et dans le traitement de cette information, ça passe d'abord par la perception. Vous avez plein de sens, donc qui captent ces informations, qui captent les stimuli, on va dire. On a plus que les 5 sens qui sont toujours représentés. On en a plus d'une vingtaine. Hein. Par exemple, on a le sens de notre corps dans l'espace, ce qu'on appelle la proprioception. Donc on a tous ces sens-là qui vont capter des stimuli qui se passent dans l'environnement et aussi à l'intérieur de notre corps. Et le cerveau va tout de suite sortir une configuration de ce que les sens captent. C'est ce qu'on appelle la perception. Et la perception, vous allez voir, c'est subjectif. C'est une construction du cerveau. Donc on va percevoir une information qu'on va traiter. C'est schématique, non ? Et donc, si à la fin, vous avez bien traité l'information et que vous apprenez quelque chose de nouveau, ça veut dire que vous l'avez mémorisé. On n'apprend pas sans mémoriser. Et la mémoire, quand on mémorise, c'est vraiment quelque chose de physique qui va changer dans notre cerveau. Le cerveau est composé de milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut être connecté à 10 000 autres neurones. Donc, ça fait énormément de connexions. Et ces connexions, on appelle ça des synapses. Ces synapses dans le cerveau sont tout le temps en train de se modifier. Donc les connexions synaptiques changent et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. On a un peu tendance à penser que le cerveau est pré-câblé, mais en fait non, le cerveau est tout le temps en train de modifier, même à l'âge adulte. Hein, on a plus de mal à apprendre, plus on vieillit, mais on est quand même capable. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à s'adapter à plein de nouvelles situations dans la vie. Par exemple, la pandémie. D'un seul coup, on est dû rester chez nous et on a dû complètement changer du jour au lendemain comment on travaille, comment on socialise, etc. On a fait ça grâce à la plasticité cérébrale. On a dû s'adapter. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les nouvelles connexions qui se font. Donc, quoi qu'on fasse, que ce soit jouer à un jeu vidéo, lire un livre, discuter avec des amis, ou là, maintenant, ce soir,
ce que vous allez traiter comme information va changer l'architecture de votre cerveau. Donc, entre la perception d'un stimulus et un changement dans le cerveau, il se passe plein de trucs, évidemment. Il y a notamment pas mal de facteurs qui vont changer la qualité du traitement de l'information. On a des facteurs qui sont biologiques. On sait que l'ADN a une influence. On a des facteurs physiologiques. Si vous êtes fatigué, c'était une longue journée, vous êtes stressé au boulot, etc., vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à rester focalisé sur ce dont on va parler ce soir que si vous êtes en pleine forme et que tout va bien. On ne va pas parler de ces facteurs-là, on va surtout parler de l'attention. On ne peut pas vraiment bien traiter une information si on n'y porte pas attention. Et donc, nos capacités attentionnelles vont vraiment beaucoup impacter la qualité de l'apprentissage ou la qualité du traitement de l'information. Donc, on va surtout parler de ça et vous verrez, on parlera un petit peu de motivation aussi sur la fin, parce que plus on est motivé à faire quelque chose, mieux on va y porter attention. Donc, du coup, mieux on va traiter l'information. Gardez en tête que c'est extrêmement simplifié. On n'a pas des boîtes comme ça indépendantes dans le cerveau, ça n'existe pas, qui font une chose et puis on n'a pas de traitement sériel. C'est pas un truc qui se passe là, puis après un truc qui se passe là. Non, en fait, il y a plein de trucs qui se passent en même temps, ça interagit, c'est très complexe le cerveau. Donc gardez ça en tête. On schématise énormément de choses quand on parle du cerveau, au point où parfois on comprend, ça devient faux à force de schématiser. Gardez en tête que le cerveau est extrêmement complexe. Il y a encore plein de trucs qu'on ne comprend pas. Et je vais vous parler de choses les unes après les autres, mais dans le cerveau, ça ne se passe pas une chose après l'autre. Voilà. Quoi d'autre ? Eh bien, ce qu'on va voir là pour ces principaux processus mentaux, la perception, la mémoire et l'attention, je vais vous donner un exemple des limites que l'on a et comment on prend en compte ces limites dans le jeu vidéo, dans l'UX, notamment dans le jeu vidéo. Alors, on va faire un petit quiz. Qu'est-ce que vous percevez dans cette image ? Vous pouvez le dire tout fort. Ok, ouais, comme ça c'est clair. Est-ce qu'il y a des gens qui ont perçu autre chose que Street Fighter ? Ouais. Zelda ? Ah oui, celui-là, là. C'est vrai qu'on dirait Link dans Zelda. Quoi d'autre ? Tout le monde a perçu Zelda ou Link ? Il n'y a que des gamers dans la salle ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont perçu autre chose avant que... Ouais. Ouais, des chromatographes, ouais. Ok. Donc en fait, pourquoi je montre ça ? Je montre toujours ça dans mes présentations, c'est super bien fichu. En fait, c'est l'artiste Ashley Browning qui fait qui minimalise des personnages de jeux vidéo. Et là, effectivement, il a minimalisé des personnages de Street Fighter 2, donc en gardant juste le code couleur. Et les personnes qui travaillent dans le jeu vidéo ou qui aiment les jeux vidéo, et surtout les personnes qui ont joué à Street Fighter, immédiatement perçoivent que ce sont des représentations de ces personnages-là. Mais si vous n'avez pas joué à Street Fighter, vous allez percevoir autre chose. Effectivement, si vous avez joué à Zelda, il y a pas mal de gens qui perçoivent Link. Et en dehors du jeu vidéo, j'ai d'autres réponses. On dit de l'ADN... qu'est-ce qu'on me dit encore ? Des chaussettes, des drapeaux. Donc j'ai plein de réponses différentes. Et si vous êtes daltonien, ce qui est le cas d'à peu près 8% de la population masculine cisgenre, c'est-à-dire personnes qui ont des chromosomes X et Y, parce que c'est lié aux chromosomes, vous allez percevoir cette image très différemment et vous allez peut-être et sans doute vous sentir exclu de cet exemple. Si c'est le cas parmi vous, je m'excuse. Mais c'est toujours un bon moyen pour moi de faire comprendre aux gens qu'il ne faut jamais communiquer une information avec la couleur seulement. Bien sûr qu'on peut utiliser la couleur, mais il faut qu'on utilise des formes, des textures, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc la perception est subjective. On ne perçoit pas le monde tel qu'il est réellement. La perception est une construction du cerveau. Donc moi, ce que je vais percevoir, c'est pas forcément ce que vous allez percevoir. Et vous, si vous travaillez à créer des assets, qui soient visuels ou audio, ce que vous allez créer, en ayant une certaine intention, ça va pas forcément être ce que les gens qui vont l'écouter ou le regarder vont percevoir. Et dans le jeu vidéo, c'est compliqué en fait de gérer ça, parce que dans le jeu vidéo, il y a énormément d'assets
qui sont visuels et audio pour la plupart. Et la plupart de ces assets, on veut que les joueurs et les joueuses les perçoivent d'une certaine façon, parce qu'on communique beaucoup d'informations dans les jeux. Et donc, c'est compliqué, parce que c'est pas parce que nous, on est sûr que ça communique une certaine chose d'une certaine façon, que les joueurs vont le percevoir de cette façon-là. Je vais vous donner un exemple dans Fortnite. Donc ça date de 2013, donc le jeu était vraiment au tout début, donc on prototype, on fait plein de choses, et notamment donc on a une icône qui est dans le menu principal de Fortnite, et cette icône, il a une certaine signification, et pour vérifier que cette signification est comprise, on a fait venir des gens. On n'a évidemment pas juste testé une icône, qui ont joué Fortnite. Donc, encore une fois, c'était du prototypage à l'époque, mais il y avait quand même déjà de l'exploration, du crafting, de confection d'items, du building. Je vais essayer de dire tout ça en français. La construction, voilà. Donc, tout ça, c'était déjà en place. Et les joueurs pouvaient ouvrir leur menu et crafter des trucs. Alors, est-ce que vous avez deviné ce que c'est, ça? Ouais, ok. Donc ça représente les pièges dans le menu de crafting. Dans Fortnite, on peut récupérer des ingrédients, et avec ces ingrédients, on peut crafter plein de trucs, des armes, mais aussi des pièges. Et les pièges, c'est assez central dans Fortnite, parce qu'on les place à des endroits stratégiques pour protéger notre fort. Eh bien, le problème, c'est que donc, on a testé le jeu, on a testé plein de trucs, évidemment. On ne teste pas que l'interface, bien évidemment. Mais pour cet exemple-là, il y a plein de joueurs qui n'ont pas perçu ça. Il y en a qui m'ont dit, on dirait, j'aurais demandé c'est quoi ça, ils me disent c'est des munitions. Ou d'autres qui m'ont dit, on dirait des arbres, donc quelque chose peut-être qui est relatif à la construction. Donc là, on a un problème, parce que les joueurs ont joué, ils ont ouvert le menu, et après, je leur demande c'est quoi ça, et ils me disent, on n'est pas sûr. Donc, certains ont reconnu les pièges, mais pas tout le monde. Donc là, on a un problème où ce qu'on cherche à communiquer, et on ne veut pas challenger les joueurs à comprendre ça, ne fonctionne pas. Parce que la perception est subjective. Pour nous, c'est clair, mais pas pour tout le monde. Donc, on a changé ce design-là pour un piège à loup. Il n'y a pas de piège à loup dans Fortnite. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Mais ça communique la fonctionnalité beaucoup plus efficacement. Et à partir du moment où on a changé ça, on n'a plus eu de problème. Et en plus, ça marche plutôt bien dans d'autres territoires. En Asie aussi, c'est un symbole qui peut marcher. Parce que des fois, on choisit un symbole qui est un archétype, et ça marche bien sur un territoire avec une culture, parce que la culture va bien sûr aussi influencer la perception, mais ça ne marche pas forcément partout. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. La perception est subjective, et ça va nécessiter de tester en fait toutes les informations, ce qu'on cherche à communiquer, les plus importantes, que ce soit pour un jeu ou n'importe quoi, pour vérifier que voilà, si on veut donner une information, elle est bien perçue correctement par rapport à ce qu'on cherche à faire par les joueurs. Donc ça, c'est hyper important. On passe énormément de temps à tester, que ce soit des icônes, l'environnement, les personnages, etc., etc. Alors, on va faire un autre jeu. Je le fais même partout, pas juste qu'en France. Mais normalement, vous devriez mieux savoir que les autres. Essayez de visualiser le penseur de Rodin. Et dites-moi si vous vous rappelez sur quelle jambe, au singulier ou au pluriel, se repose quel bras, au singulier ou au pluriel. Je vois déjà des gens qui, qui font la posture. Ouais, alors je vois des gens qui font ça, je vois des gens qui font ça. Donc j'ai plein de réponses différentes. Attention, vous êtes prêts? La réponse en image, il a les deux bras sur la jambe gauche. Eh ouais. En général, ouais, c'est énervant. En général, on ne se rappelle pas précisément de la posture du penseur de Rodin. On a une vague idée, on dit ouais, ça doit être croisé comme ça, mais on ne sait pas trop ce que fait l'autre bras. Il y a des gens qui me disent non, mais il doit croiser les jambes. Donc globalement, on pourrait reconnaître facilement le penseur de Rodin, mais si on doit faire une tâche de rappel, c'est-à-dire à partir de rien, ça devient très difficile. Tout ça pour vous dire que la mémoire est faillible en fait. On ne se rappelle pas
bien des choses, et en plus on oublie énormément de choses. Donc ça, c'était pour la première fois démontré par Hermann Ebbinghaus, ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Donc ça a été fait avec du matériel qui n'avait pas de sens. Donc par exemple juste des syllabes, voilà, qui ne voulaient rien dire pour ne pas avoir de familiarité avec le contenu. Mais donc quand on apprend un contenu comme ça qui n'a pas de sens, au début on l'apprend et on doit s'en rappeler, on a 100% de bonnes réponses, mais après seulement 19 minutes, ça tombe à 60% de bonnes réponses. Et après une journée, ça tombe à 30% à peu près. Donc ça veut dire que d'une journée à l'autre, vous pouvez perdre jusqu'à 70% d'un contenu que vous avez appris par cœur quand il n'a pas beaucoup de sens. Donc j'espère que demain, vous vous rappellerez un peu plus que 30% de ce qu'on voit aujourd'hui. J'espère que ça a du sens pour vous, donc la courbe ne va pas être aussi dramatique. Mais quoi qu'il arrive, demain, vous aurez oublié des choses. Et ce dont vous allez vous rappeler, ça ne va pas être forcément très précis, parce qu'on peut se rappeler des choses, mais ce n'est pas toujours très, très précis. Donc la mémoire est faillible. Et ça, on ne s'en rend pas compte non plus. On a l'impression qu'on mémorise bien les choses. Le cerveau, il prend pas des photos comme ça pour ranger les informations visuelles quelque part. Et quand on doit s'en rappeler, pouf, il ressort. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Le cerveau, la mémoire, pardon, est une reconstruction du cerveau. Donc à chaque fois qu'on reconstruit un souvenir, par exemple, on peut potentiellement l'altérer. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc ne vous fiez pas à votre mémoire, surtout si vous travaillez en équipe. Écrivez tout ce qui se passe quand vous faites une réunion. Ok, on a décidé de faire ça. Ok, tout le monde est d'accord, tout le monde a compris ça. Ok, on y va. Parce que sinon, déjà, la perception est subjective. Et en plus, la mémoire. Je vais vous parler d'attention juste après. Ça, c'est relié plutôt à l'attention. La mémoire est faillible. Ok, maintenant on va... Ah oui, je ne vous ai pas mis l'exemple dans Fortnite. Donc comme la mémoire est faillible, on ne va pas se fier à la mémoire des joueurs. Ce qu'on va essayer de faire, c'est justement alléger la charge en mémoire. Parce que Fortnite, ce n'est pas un jeu où on veut que les gens mémorisent plein de trucs. Notamment mémoriser sur quel bouton ils doivent appuyer pour ouvrir un coffre. Ce n'est pas le challenge dans Fortnite. Donc, ce qui fait qu'on va popper cette information à chaque fois que les joueurs sont proches du coffre, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre cette information, ils n'ont pas besoin de le mémoriser, même s'ils arrêtent de jouer, quand ils reviennent, il y a ça. C'est pour ça aussi que toutes les informations sur le HUD, c'est vraiment important, parce que ça, c'est toutes les informations que les gens n'ont pas à se rappeler. Donc, on essaie de vraiment faire ça de façon équilibrée pour aider justement les joueurs à ne pas se rappeler de trop de trucs. Un autre exemple, oui, voilà. Dans Fortnite, alors c'est des vieilles images évidemment pendant le développement. Si vous voulez crafter une arme qui vous intéresse, mais dans Fortnite, on vous demande pas ni de vous rappeler du nom de l'arme, ni des ingrédients dont vous avez besoin, ni de quels sont les ingrédients qui vous manquent. On peut épingler la recette sur notre HUD, ce qui fait que ça allège la charge en mémoire pour les joueurs. Et donc, ils peuvent se concentrer sur ce qui leur manque, genre du cuivre. Donc, c'est ça qu'on fait. Si on ne challenge pas les joueurs sur la mémoire, on pourrait dire que peut-être Minecraft, il voulait challenger les joueurs sur les recettes. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, dans Fortnite, c'est pas là où on veut challenger les gens. Ce qu'on veut, c'est que les joueurs pensent à quelle arme ils vont crafter par rapport à la stratégie dans leur jeu. C'est ça qu'on veut. C'est plutôt un challenge stratégique au niveau de ça. Évidemment, après, il y a des challenges d'action, etc. Mais on ne veut pas challenger la mémoire des joueurs sur ça. Allez, on fait un dernier petit jeu. Je vais vous montrer des cartes. Ça va aller assez vite, mais je voudrais que vous en choisissiez une et que vous essayiez de vous en rappeler le plus précisément possible. Vous êtes prêts ? Choisissez une carte, mémorisez-la. Je parie que je peux deviner quelle carte vous avez choisie et la faire disparaître. Vous avez vu ? C'est fort, hein ? Bon, j'ai changé toutes les cartes. Alors, peu importe la carte que vous avez choisie, elle n'est plus là. Oui, je ne suis pas magicienne, moi, à la base. Hein. Mais en gros, les magiciens savent faire ça. Ils connaissent les limites de notre cerveau et c'est comme ça qu'ils font leur tour de magie. C'est pas de la vraie magie, ne répétez pas. Mais en fait, ils vont détourner notre attention parce que nos ressources attentionnelles sont très limitées. Eux, ils appellent ça en anglais, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais en anglais, c'est misdirection. Donc, ils changent, ils redirigent notre attention sur quelque chose d'autre.
Mais ce phénomène est très connu en psychologie, ça s'appelle la cécité au changement. Alors, cécité n'est pas un bon terme, ça devrait être appelé l'inattention au changement. Mais d'une scène à l'autre, on peut rater un énorme changement. Évidemment, j'aurais changé toutes les cartes pour des 7 et des 8, vous m'aurez peut-être dit un truc bizarre. Mais comme c'est que des figures, ça passe un peu tranquille. Et on ne s'en rend pas compte, hein, mais il y a plein de choses comme ça. On a l'impression qu'on fait attention, et en fait, non. Donc ça, c'est vraiment important de s'en rappeler. Notre attention est très limitée. On ne peut pas faire du multitâche, par exemple, alors qu'on a l'impression qu'on peut. Et ça nous met dans des situations embarrassantes parce qu'on va répondre à des amis pendant qu'on envoie un email et puis après on va s'apercevoir « Oh merde, j'ai mis un truc ou j'ai fait une erreur ou quoi ou qu'est-ce ». Si on ne fait pas bien attention à ce qu'on fait, il y a de très bonnes chances qu'on fasse des erreurs, qu'on prenne plus de temps et on ne s'en rend pas compte. Les ressources attentionnelles sont très limitées. Alors là, pour le coup, dans les jeux vidéo, bien souvent, sur tous les jeux d'action vont challenger l'attention des joueurs. Mais on ne veut pas les challenger niveau 10 dès le départ. Notamment quand on apprend aux joueurs comment jouer au jeu. C'est un moment qui est très lourd en charge attentionnelle. C'est comme vous, la première fois que vous avez appris à conduire, ça demande beaucoup d'attention. C'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a plein de trucs nouveaux à intégrer. Donc, c'est très lourd en charge attentionnelle. Alors qu'au bout d'un moment, une fois que vous savez un peu conduire, il y a plein de choses qui deviennent un peu automatiques et vous pouvez notamment faire attention à ce qui se passe sur la route. Dans le jeu, c'est pareil. Quand les joueurs démarrent le jeu, même s'ils sont super hardcore, il y a quand même plein de choses à apprendre par rapport à ce jeu-là, les contrôles, les objectifs. Donc on va essayer quand même de limiter les charges attentionnelles. Et par exemple, là, dans Fortnite, dans le mode sauver le monde, on apprend aux joueurs à viser et tirer dans une situation réelle, mais les zombies sont derrière un mur. Ce qui fait qu'on a le temps quand même de... c'est quoi les contrôles, qu'est-ce qui se passe? Les zombies ne vont pas nous tomber dessus. On a l'impression que c'est dangereux, mais en fait, ils vont mettre 4 plombes avant de faire tomber le mur, et donc les joueurs sont en sécurité en fait. Donc on essaie quand même de réduire la charge attentionnelle, surtout au début du jeu, et on essaie de bien la doser au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, parce qu'on veut challenger les joueurs. Voilà. Donc en gros, la perception est subjective, l'attention est limitée, et la mémoire est faillible. Et ça, ce sont les principales limites de nos processus mentaux, et c'est vraiment très important de s'en rappeler. Et c'est ça le problème, c'est que non seulement notre cerveau est limité, mais il est limité d'une façon dont on ne se rend pas compte. Et c'est comme ça qu'on fait plein d'erreurs. Voilà. Mais on a tous le même problème, y compris les personnes neurodivergentes. Pour certaines personnes, ça va être pire. Par exemple, si vous avez des troubles attentionnels, focaliser votre attention peut être plus compliqué. Mais même les... comment on dit en français ? Les personnes qui ne sont pas neurodivergentes, en français, on dit... Neurotypique, voilà, merci. Aussi, on est limité à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'on est si doué que ça à faire plein de trucs en même temps. Voilà. Donc, à partir de là, de ces notions de base en sciences cognitives, on a des cadres de travail qu'on applique dans les jeux vidéo ou même dans n'importe quel développement produit qui, justement, prennent en compte ces limitations. Je vous ai montré que quelques exemples, il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Et donc c'est ça qu'on fait. Comme on design, on développe un produit pour des humains, on fait en sorte que ce produit soit adapté à l'humain. On ne veut pas que l'humain s'adapte au produit. Donc c'est ce qu'on fait, et notamment tout ce qui est les notions, en français ça s'appelle l'utilisabilité. On fait en sorte qu'un produit soit utilisable, efficace, efficient et agréable à utiliser. Donc on utilise énormément ce qu'on appelle des heuristiques, des règles générales, on va dire des principes généraux, qui peuvent nous guider pour vérifier si une interface, par exemple, va être intuitive à utiliser. Donc c'est ça qu'on veut, parce que les outils sont faits pour aider les gens, pas pour les énerver. Donc normalement, on va vraiment essayer de trouver toutes les frictions. Donc, si à un moment vous ne comprenez pas ce qui se passe ou vous avez fait un truc, vous ne vouliez pas faire ça et ça vous énerve, ça c'est une friction dans l'utilisation. Donc on va essayer de les trouver, toutes ces frictions, et les enlever, de changer les designs pour que ça soit facile et efficace à utiliser pour tout le monde, enfin, pour toutes les personnes
qui sont intéressés par ce produit. Donc c'est pareil dans les jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo, on a une autre notion, je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est l'engagement. Mais dans les jeux vidéo aussi, on a besoin que le jeu vidéo soit utilisable. Un peu plus tard, il est en français, mais là c'est en anglais. Et donc pour ça, on utilise des principes. Alors, je vous montre les principes que j'utilise pour communiquer avec les équipes. Ce n'est pas des principes qu'on utilise, les chercheurs en UX, par exemple, ils ont une liste beaucoup plus précise. Là, c'est plutôt une liste pour avoir un langage commun avec tout le monde. Dans les jeux vidéo, on parle beaucoup des signes et feedback. Un signe, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans le jeu. Si vous voyez un point d'exclamation au-dessus d'un personnage, vous dites « Ah bah tiens, il y a sûrement un truc à faire avec ce personnage ». Ça, c'est un signe comme quoi vous pouvez faire quelque chose avec ce personnage. Tout peut être un signe. Un escalier, c'est aussi un signe comme quoi il y a un étage. Donc, tous les éléments dans le monde, lui, etc., sont des signes qui communiquent des informations. Et quand les joueurs appuient sur des boutons, il se passe quelque chose. Notamment, on appuie sur je sais pas, X et le personnage saute. Ça, c'est un feedback. C'est le feedback, le retour du système sur ce que font les joueurs. Et bon, ça, c'est vraiment très important de faire en sorte qu'il soit clair. Déjà qu'il soit là, ensuite qu'il soit clair, que les joueurs puissent intuitivement comprendre ce qui se passe dans le jeu. Parce que oui, on va les challenger sur certaines choses, mais il y a plein de choses sur lesquelles on ne veut pas les challenger. Donc quand on a une stratégie UX dans le jeu vidéo, la première des choses, c'est savoir où est-ce qu'on les challenge. Par exemple, Fortnite, on va les challenger sur la stratégie. Donc, on ne va pas leur dire, bah tiens, là, ce serait bien que tu utilises cette arme-là. En revanche, on ne les challenge pas sur mémoriser les recettes. Donc là, pour le coup, on va faire en sorte que cette interface, pour crafter, soit utilisable. Donc voilà, donc on définit ça. Et puis après, on va s'assurer de traquer tous les problèmes qu'on voit, toutes les frictions qui ne sont pas par design, et les enlever. Je vais vous donner juste quelques exemples, on ne va pas faire toute la liste. Mais un exemple, des fois ça met un certain temps, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Un exemple de signes et feedback qui sont assez bien fichus. Il faudrait que je la change cette série parce que ça a un peu changé depuis, mais c'était il y a quelques années. C'est le jeu Brawl Stars, qui est quand même assez populaire, surtout en ce moment. Si vous regardez un petit peu comment c'est fait à ce jeu-là, l'environnement est assez clair. Alors, c'était la skin pendant l'hiver, donc tout est enneigé. C'est plus clair quand c'est vert. Mais quand on est gamer et qu'on a l'habitude de jouer à des jeux où on doit tirer et se cacher derrière des trucs, en général, ce genre de choses, c'est hyper clair dans un design d'environnement. Là, on comprend clairement que c'est solide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se cacher derrière. A priori, si les ennemis nous tirent dessus, ça devrait nous protéger. Par contre, ça ressemble... les crates, comme on dit en français, je ne sais plus. Des caisses, voilà, merci, en bois. Oui, non, c'est très pénible. Et on peut se dire, si je me cache derrière, il y a des chances que ça soit détruit, en fait, quand les joueurs tirent dessus. Et les herbes hautes, dans beaucoup de jeux, c'est là où on peut se cacher. Donc on peut se dire, là, a priori, on peut aller dedans, et a priori, quand on est dedans, on est caché des ennemis. Donc déjà, rien qu'en ayant travaillé les signes du design d'environnement, on peut comprendre où est-ce qu'on va et comment ça se passe. Ensuite, on voit un ennemi, parce que c'est rouge, a priori c'est un ennemi, ce qui est pas... Là, pour le coup, c'est pas accessible aux personnes daltoniennes. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Sauf qu'on peut... non, c'est pas terrible. Donc ça, c'est un petit problème, déjà à soulever. Mais donc, on tire dessus. Alors, quand on commence à tirer, donc on utilise les contrôles ici, on voit qu'il se passe quelque chose. Donc déjà, on voit, tiens, je vais tirer, donc je peux viser. Donc déjà, on comprend ça. C'est le feedback qui est assez clair ici. Et imagine, on tue l'ennemi et l'ennemi va lâcher des gemmes, des pierres précieuses. Du coup, on se dit, tiens, peut-être que je peux les ramasser. On les ramasse, elles volent ici et elles incrémentent d'un bloc cette barre. Et là, on se dit, ok, donc je suis dans l'équipe bleue, si on n'est pas daltonien, et hop, ça incrémente, et on se dit, quand la barre est remplie, notre équipe a gagné. Donc en fait, juste en interagissant avec le jeu, en regardant comment ça fonctionne, en observant les signes et en expérimentant, et en voyant les feedbacks qui nous sont rendus, on peut comprendre quelles sont les règles du jeu et qu'est-ce qui se passe ici.
Ça, c'est très compliqué à faire. Hein. Ça demande beaucoup d'itérations, parce qu'encore une fois, la perception est subjective. Mais c'est ça l'idée. Il faut que les signes et feedback soient clairs. Il faut aussi qu'ils soient consistants, donc cohérents. Par exemple, d'une arme à l'autre, donc là, c'est la même arme, mais c'est un ultimate, donc elle est plus puissante. Là, on a une jauge qui se remplit. Quand elle est remplie, hop, ça devient comme ça. Et donc là, on a un super tir. Donc quand on a une même fonctionnalité, c'est-à-dire tirer avec une arme, ils vont avoir un traitement visuel similaire dans leur feedback. En revanche, en fonction de l'arme, c'est pas la même forme. Et ça nous aide à comprendre, là c'est plutôt un type fusil, ça ce serait plutôt un type... non, fusil c'est shotgun. Comment on dit rifle en français? Bref, vous m'avez comprise, où ça tire loin, ça tire près. Voilà. Et ça, c'est a priori quelque chose qu'on lance et qui va faire un dommage dans une aire, donc peut-être une bombe. Encore une fois, on comprend tout ça grâce à la cohérence des signes et feedback dans le jeu. L'autre chose qu'on va traiter aussi, c'est les affordances, notamment ce qu'on appelle dans les jeux vidéo la forme qui suit la fonction. Ça, c'est très utile aussi. Si on voit un personnage, par exemple, qui est attaché au sol, a priori, on se dit, il n'est pas dangereux si je reste à distance. Contrairement à celui-là, il est sur le point de nous balancer un truc, il y a des chances qu'il soit dangereux à distance. Une tortue, c'est lent en général, dans la vie réelle. Donc on s'attend, c'est un modèle mental qui est assez courant, on s'attend à ce que cet ennemi soit lent. Celui-là, plus rapide a priori. La fleur, quand la gueule est ouverte avec des dents, peut-être pas une bonne idée de sauter dessus. Et Bowser, donc dans ce jeu-là, dans Mario, on apprend à sauter sur les ennemis pour les éliminer. On voit Bowser pour la première fois, peut-être pas une bonne idée de sauter dessus. On n'a même pas besoin d'essayer. On peut essayer pour quand même voir, mais a priori, c'est dangereux. Super Mario, c'est pas un jeu où on veut challenger les joueurs à comprendre comment les ennemis sont dangereux. Ce qu'on veut, c'est challenger les gens sur le platforming. Comprendre, ok, donc là, il est dangereux ici, il est vulnérable là, comment je fais avec l'environnement pour le détruire? C'est là où est le challenge. C'est pas à comprendre les ennemis. Donc c'est toujours pareil, on essaie de faire en sorte que tout ce qui n'est pas challengé chez les joueurs soit le plus clair possible et intuitif. Et c'est beaucoup de boulot. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est l'accessibilité. C'est très important en UX. On souhaite que les produits et les jeux, y compris les jeux vidéo, soient accessibles, y compris aux personnes en situation de handicap, parce que ça fait partie de l'audience, en fait. Donc c'est vraiment important en design que ce soit inclusif. Et donc on a des listes, par exemple, qui peuvent nous aider. Les listes, c'est bien pour nous rappeler certaines choses, mais ce qu'il faut, c'est avoir un design inclusif dès le départ. C'est-à-dire éviter d'utiliser des couleurs pour signifier des informations différentes. Et comme ça, vous serez inclusif avec les personnes qui sont daltoniennes. Donc le design inclusif, c'est pas juste suivre des listes, ça peut aider, mais c'est pas que ça. Voilà, donc si ça vous intéresse dans les jeux vidéo, il y a ce site qui est super bien fait, qui permet de voir tout ça. Le tout, c'est d'y penser tôt dans le développement du jeu ou du produit, pas à la dernière minute. Voilà, donc ça, c'est pour l'utilisabilité. L'autre notion qui va être importante dans les jeux vidéo, c'est ce que j'appelle moi l'engagement. Donc on peut parler de fun ou d'immersion. Je préfère utiliser le terme d'engagement ou d'engageabilité. C'est un peu plus, ça sonne plus sérieux. Non, sans rire, c'est moins subjectif. Parce que ce qui est fun pour moi, ça va pas être fun pour vous. Ce qu'on souhaite, c'est que le jeu soit engageant. Parce que un jeu vidéo, c'est pas un outil. On joue à un jeu vidéo pour s'amuser. Donc si un jeu vidéo est chiant, ça n'a aucun intérêt en fait. On ne va pas jouer au jeu. Donc un jeu vidéo qui est utilisable, c'est important que ce soit utilisable, mais c'est pas garanti que ça fasse en sorte que le jeu soit intéressant à jouer. Pour ça, il faut que le jeu soit engageant. Donc on a besoin d'un cadre qui est vraiment pour le coup primordial dans le jeu vidéo et dans n'importe quel produit de divertissement. Pour l'engageabilité, c'est un petit peu plus... pas compliqué, mais disons que les théories
qui nous aident en sciences cognitives pour l'utilisabilité sont des théories qui sont éprouvées depuis des dizaines d'années, donc c'est quand même relativement clair. Pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un jeu est fun, c'est quand même un peu plus nébuleux. Mais on a quand même pas mal de théories qu'on peut utiliser. Et notamment, ce que j'utilise surtout, c'est des théories sur la motivation, l'émotion et le flow. Je ne vais pas avoir le temps de faire tout, je vais juste vous parler de motivation, parce qu'il n'y a pas de comportement sans motivation. Vous ne seriez pas ici ce soir avec nous si vous n'étiez pas motivé à être ici. Alors peut-être qu'on vous a forcé à venir. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais ça reste une motivation. Alors que vous l'avez fait pour ne pas vous faire engueuler ou parce qu'il fallait que vous accompagniez quelqu'un, etc. J'espère que vous êtes là parce que ça vous intéresse. Mais quoi qu'il arrive, vous devez être motivé pour faire quelque chose, pour avoir un comportement. C'est pareil dans le jeu. Vous n'allez pas jouer à un jeu si vous n'êtes pas motivé à jouer ce jeu-là. Vous n'allez pas revenir si vous n'êtes pas motivé. Donc c'est vrai, central vraiment dans l'engagement. Il y a plusieurs types de motivation et c'est ça le problème avec toutes les théories sur l'engagement, c'est qu'on a beaucoup de théories dans tous les sens et que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'unification. Et notamment sur les théories de la motivation, il y en a énormément. On n'a pas une théorie qui permette d'expliquer tous nos comportements humains. Donc on va se focaliser juste sur deux types de motivation ici, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est la carotte et le bâton. On va faire une activité pour soit obtenir une récompense qui est externe à l'activité, soit pour éviter une punition qui est externe à l'activité aussi. Alors quand je parle de punition ici, je ne parle pas de punition physique, bien évidemment, même si les recherches au départ de Skinner torturaient les animaux. C'est pour ça que quand on parle de conditionnement, on sent que c'est un mauvais terme aujourd'hui. Le conditionnement en soi, c'est partout. Par contre, ce qui est mauvais, c'est de punir physiquement les animaux et les êtres humains, bien évidemment. Mais par exemple, vous avez grillé un feu rouge, vous prenez une prune, c'est une punition. Donc peut-être que vous avez envie de le faire parce qu'il n'y a personne, mais vous voyez qu'il y a un policier au coin de la rue, vous n'allez pas le faire pour éviter la punition. Ça, c'est une motivation intrinsèque. Bon, vous n'allez pas le faire de toute façon, mais ça peut être une motivation intrinsèque à ne pas le faire. Je ne sais pas pourquoi cet exemple m'est venu, mais bon, bref, c'est de revenir à Paris. Dans les jeux vidéo, on utilise beaucoup cette motivation intrinsèque parce qu'on va avoir des buts dans les jeux et on veut obtenir certaines récompenses. Mais on veut obtenir ces récompenses pour faire quelque chose dans le jeu. Ça reste quand même extrinsèque à l'activité, à la quête, par exemple, mais intrinsèque au jeu. Donc, par exemple, il me manque du cuivre. J'arrive pas à en trouver. Ah tiens, j'ai une quête qui me donne du cuivre. Du coup, je vais avoir envie de faire cette quête pour pouvoir avoir le cuivre qui va me permettre de crafter l'arme qui m'intéresse et donc du coup faire des trucs cool avec. Donc ça, c'est important d'avoir des buts qui soient clairs pour les joueurs et qui soient associés à des récompenses qui aient du sens, qu'on ait envie d'avoir. Parce qu'on peut aussi avoir une quête qui nous permet d'avoir de l'or, enfin de l'or dans le sens le matériau. Mais bon, si j'ai pas de recette avec de l'or, même si c'est plus précieux que le cuivre, ça m'intéresse pas en fait. Donc la récompense n'est pas intéressante en elle-même, elle est intéressante par rapport à ce que les joueurs ont envie de faire à ce moment-là du jeu. Donc c'est ça qui est un petit peu plus compliqué à faire. Et c'est pour ça que dans les jeux, et même dans la vie, c'est important d'avoir des buts qui soient pas juste à très long terme. Il nous faut des buts à court terme, dont les récompenses nous permettent d'avancer sur des buts à moyen terme qui vont nous permettre après de progresser sur sauver le monde, attraper tous les Pokémon, etc. Donc c'est vraiment important quand on est dans le jeu de réfléchir à tout ça pour que les joueurs aient envie de continuer et que ce soit intéressant. Mais c'est pas tout. Il y a aussi la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand on fait quelque chose pour le plaisir de faire cette activité. Il y a une théorie qu'on utilise beaucoup, qui est très populaire, qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, en français, SDT en anglais. Et elle explique qu'on est plus motivé intrinsèquement à faire quelque chose si cette activité satisfait nos besoins en compétences, en autonomie et en affiliation. La compétence, c'est sentir que l'on progresse dans quelque chose. C'est pas sentir qu'on est super bon partout, mais imaginez que vous voulez apprendre à jouer de la guitare et vous faites des efforts pour apprendre et vous voyez que vous progressez. Petit à petit, vous arrivez à jouer des morceaux et c'est cool.
C'est ça, en fait, le sens de la compétence. C'est de sentir que l'on progresse dans une activité dans laquelle on met de l'effort. Donc, dans les jeux vidéo, ça va être important. C'est-à-dire que c'est important que les joueurs comprennent comment progresser dans le jeu. Et ils vont échouer, hein. C'est pas un problème. Mais c'est un problème s'ils échouent ou s'ils meurent dans le jeu et qu'ils comprennent pas pourquoi. Et quand ils réessayent, ils ne progressent pas. Donc on fait vraiment attention à ça. C'est pour ça que c'est important que les signes et feedbacks autour des combats et pourquoi on échoue ou pourquoi on meurt doivent être très clairs. Ensuite, on a l'autonomie. On a besoin de s'exprimer. C'est vraiment important pour nous. Donc ça peut aller de juste customiser notre environnement jusqu'à pouvoir prendre des décisions qui sont intéressantes pour nous et avoir des choix. Dans les jeux, donc ça peut être avoir une skin différente, jusqu'à avoir un jeu systémique comme Minecraft, c'est un jeu systémique, où on va pouvoir créer plein de trucs. La créativité, c'est aussi une expression de l'autonomie. Même des jeux comme GTA, pourquoi ces jeux-là sont très intéressants, c'est pas parce qu'ils sont violents. Il se trouve qu'il est violent ce jeu-là, mais c'est très intéressant parce qu'il est systémique et on peut faire plein de trucs cool en fait. On peut prendre un hélicoptère et puis sauter de l'hélicoptère et puis faire des trucs. Et c'est ça qui est intéressant, ça donne beaucoup d'autonomie. Et enfin, on a l'affiliation. On est une espèce qui est très sociale. On ne serait pas ici, on n'aurait pas survécu nos prédateurs si on n'avait pas collaboré les uns avec les autres. Donc c'est vraiment très important d'être dans des situations de coopération. On doit accomplir une tâche, mais avec quelqu'un d'autre. Et on gagne ensemble. Et on a l'impression que chacun a un rôle différent et on est complémentaires. Bien sûr, la compétition rentre aussi là-dedans. On a une tendance à se focaliser sur la compétition dans nos sociétés, alors que la collaboration est beaucoup plus importante et satisfaisante la plupart du temps. D'ailleurs, dans la plupart des sports, que ce soit l'e-sport ou les sports traditionnels, on va dire, la plupart du temps, c'est en équipe. C'est une équipe qui va jouer contre une autre équipe. Donc, il y a une coopération au sein de l'équipe. Donc, on va essayer de satisfaire ces besoins en compétences, autonomie et en affiliation. C'est pour ça que beaucoup de jeux sont multijoueurs, parce que ça va satisfaire cet élément-là. Voilà, donc quand on veut, par exemple, faire en sorte que les joueurs fassent quelque chose, par exemple ici, on veut que les joueurs apprennent à construire dans le jeu Fortnite, au lieu de leur dire, pour construire, il faut faire ça, on va les placer dans une situation où ils vont être motivés à construire, déjà parce qu'ils veulent sortir, mais là il n'y a pas d'échelle, donc ils vont apprendre à faire des escaliers pour sortir. Du coup, on se sent compétent, on a sorti de l'obstacle comme ça, et puis on met aussi une petite récompense. Alors, c'est pas nécessaire de mettre une récompense là, c'est juste pour éviter que les joueurs se disent « Ah, je peux pas sortir là, donc je retourne. » Voir s'il n'y a pas une autre sortie ailleurs. On met ça là pour dire « Non, c'est vraiment, c'est vraiment là que tu dois sortir. » Donc, ça aide aussi à donner des signes sur « Non, c'est par là la sortie, mais c'est à toi de trouver comment sortir. » Voilà, donc ce sont ces ingrédients qu'on va utiliser. Il n'y a pas de recette magique pour faire un bon jeu vidéo. C'est compliqué, et le jeu vidéo est une forme d'art. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On veut créer des émotions, etc. etc. Mais ça nous permet de nous donner des ingrédients pour faire notre propre recette. Et ça nous guide un petit peu. Voilà. Dernière chose dont j'aimerais parler, c'est la méthode scientifique. On a besoin de tester. Vous avez vu, on doit vérifier ce qui se passe. Est-ce que les joueurs comprennent bien ce qu'on essaye de communiquer? Et le truc, c'est que on n'est pas très bon, nous, à s'auto-évaluer ou à évaluer notre propre design parce qu'on a la malédiction de la connaissance. Par exemple, si vous habitez dans le quartier, imaginez qu'on n'a plus Google Maps. Aujourd'hui, c'est moins parlant comme... mais imaginez que vous êtes dans le quartier, il n'y a plus Internet, et quelqu'un vous demande c'est par où pour aller je sais pas où, les gobelins c'est par où, et dire oui, vous continuez tout droit, deuxième à droite, donc vous prenez à droite, après ce sera la troisième à gauche, il y a le rond-point et ce sera juste là. Pour vous c'est hyper clair parce que vous avez un modèle mental très clair de votre environnement. Pour la personne qui débarque, attends, combien deuxième à droite? Pour nous c'est hyper compliqué. C'est pareil, quand vous êtes en train de faire votre produit, votre art, votre jeu vidéo, c'est très clair dans votre tête, mais ça va pas être la même chose pour les joueurs, y compris des joueurs hardcore. Donc, on doit prendre en compte ce biais-là et tous les autres biais que nous avons. Ça, je fais exprès pour que vous sentiez l'oppression de tous ces biais. Vous n'avez pas besoin de les lire, vous pouvez les trouver sur Wikipédia. C'est juste pour vous rappeler qu'on a tous ces biais qui sont implicites et qui nous font prendre
font prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement rationnelles et qui renforcent certains préjudices et des discriminations. Et on ne s'en rend pas compte, c'est ce qu'on appelle des biais systémiques. Donc on entend souvent ce terme-là et les gens s'énervent, non, je ne suis pas raciste. C'est pas question d'être raciste ou être sexiste, c'est on va avoir des comportements racistes et sexistes tous parce qu'on a plein de biais et qu'on ne s'en rend pas compte. Donc c'est pour ça que c'est important pour bâtir une société de comprendre ces biais, pas pour s'auto-flageller, c'est pas le but. Le but c'est de tous comprendre qu'on a ces biais et donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut redesigner l'environnement pour contourner ces biais que de toute façon on va avoir même si on sait qu'on les a. Dans les jeux vidéo, ça prend la forme de playtest. On va faire des tests parce qu'on sait qu'on n'est pas bon pour évaluer quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on va tester avec des joueurs. On va regarder ce qu'ils font, les erreurs qu'ils font, on leur pose des questions. Et donc, on va essayer de trouver quels sont les problèmes et surtout d'où viennent ces problèmes et comment les résoudre. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, par exemple, pour Fortnite, on était en online test, c'est-à-dire que le jeu était ouvert et accessible régulièrement pendant quelques semaines et les joueurs jouaient. Donc ça c'était en ligne. On faisait aussi venir des gens sur place qui jouaient, donc on regardait ce qui se passait, on leur posait des questions. Les joueurs en ligne, ils ont des données en télémétrie, donc comme ça on voit alors c'est anonymisé, hein, mais on voit où sont les problèmes, où les gens lâchent ou meurent ou des trucs comme ça. Et on leur envoie des questionnaires en ligne pour répondre, pour savoir ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Il y a un moment dans le développement de Fortnite Sauver le Monde où les joueurs étaient vraiment pas contents au bout d'un moment quand ils devenaient level 10. Donc Sauver le Monde, c'est un RPG, hein, donc c'est un jeu de rôle où on progresse. Et au bout d'un moment, les joueurs étaient vraiment pas contents parce qu'ils trouvaient que le jeu était grindy. Donc ça, c'est un terme de jeu vidéo qui veut dire que le jeu vidéo, dans le jeu, on passe trop de temps à récolter des ressources. Donc ça, c'est pas forcément un sentiment qu'on veut avoir. Alors après, dans les RPG, souvent, hein, quand il y a des notions de ressources, il y a un moment, il faut récolter les ressources. Bon. Mais on veut pas forcément que ce soit une frustration telle qu'on en ait marre et on a hâte de jouer. Donc, d'où vient le problème? Est-ce que c'est un problème dans le design systémique de la récolte? Oh là là, il faut que j'accélère. Donc, est-ce que c'est un problème dans les stats là? Ou est-ce qu'on doit changer une virgule quelque part? Bien souvent, on vérifie quand même, mais souvent, c'est pas la réalité du design qui est problématique, c'est la perception que les joueurs en ont. Parce que la perception est subjective et les joueurs ne vont pas percevoir la réalité telle qu'elle est. Et donc, bien souvent, c'est pas dans le design qu'on doit changer quelque chose, c'est dans la perception. Et comprendre pourquoi les joueurs ont cette perception. Là, en l'occurrence, on avait plusieurs hypothèses. C'est ce qu'on fait en science. On émet des hypothèses. Par exemple, une des hypothèses qu'on avait, c'est peut-être que les joueurs ne comprennent pas cet élément dans le jeu. Cet élément, c'est le point de weakness, point faible. Voilà. Quand on commence à détruire quelque chose, ça apparaît et c'est censé dire aux joueurs, vise là et ça y est, tu vas taper dans le point de faiblesse de l'objet, donc tu vas le casser plus vite. Le problème, c'est qu'on voyait ça en playtest. Les joueurs ignoraient complètement cet élément. Or, tout le système design de la récolte de ressources, c'est un petit peu fort, était basé sur on pensait que les joueurs allaient comprendre. Et donc, du coup, en vrai, ça va beaucoup plus vite pour récolter des ressources. Mais si les gens n'utilisent pas ce point faible, pour le coup, ça va leur prendre beaucoup plus de temps. Alors, au début, c'est pas très grave, parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources à collecter. Mais quand on est niveau 10, ça commence à être beaucoup. Parce que si on veut crafter une arme intéressante, faut récolter beaucoup de choses. Donc, on s'est dit, il le perçoit pas, ça ressort pas assez. Donc, ce qu'on va faire... Ah oui, le truc que je vous ai pas dit, c'est que... Donc, on a observé ça et après, j'ai pris le screenshot, j'ai mis dans un survey, dans un questionnaire et j'ai demandé aux joueurs, c'est quoi ça? La plupart des joueurs m'ont dit, aucune idée. Ok, donc je me dis, ils l'ont pas vu, c'est la cécité au changement. Donc, ce qu'on va faire, on va le changer de couleur, on va faire en sorte qu'il contraste, on va le mettre plus gros, on va faire en sorte que ça pulse vers l'intérieur pour les inciter à taper dedans, ça risque d'être un peu fort, donc faites attention. Et donc, on reteste. Et voilà, ça c'est un peu le quotidien
dans le jeu vidéo. On pense que ça va fonctionner, mais ça ne fonctionne toujours pas. Juste pour que vous sachiez, le point en rouge, c'est ce qu'on appelle du eye tracking. Donc, on suit là où se porte le regard des joueurs, pas nécessairement leur attention. Ça marche pas, c'est assez frustrant. Et du coup, j'ai redemandé aux joueurs, c'est quoi ça? Là, leur réponse avait changé. Ils me disaient quelque chose genre, ça veut dire que je suis en train de cibler cet élément. Donc maintenant, ils le perçoivent. C'est plus un problème que ça ressort pas. Ils le perçoivent, mais c'est un problème de forme qui ne suit pas la fonction. Juste en regardant ce truc, ça ne nous dit pas vraiment ce que ça fait. Et à un moment, il faut arrêter d'essayer de régler les problèmes dans le UI, dans l'interface. Et donc, c'est ce qu'ont fait les designers, les game designers. Ils se sont dit, bon, c'est quoi? On va enlever ça au début du jeu et on va le mettre dans le skill tree, donc l'arbre des habilités, que les joueurs, ils achètent des habilités pour... comment on dit en français? Pour se développer. Voilà. Et donc, on va faire un weak point vision. Donc, on va débloquer ça. On va associer ça avec le pickaxe, le pic, pour que les joueurs comprennent que c'est lié au harvesting et tout ça. On met du texte. On espère que les joueurs ne lisent pas. Hein. Sachez quand même que la grande majorité des gens ne lisent pas les textes. Donc, il ne faut pas compter dessus. Mais bon, il y a quand même plus de trucs qui se passent là. On parle du weak point vision, il faut aller le débloquer, c'est dans le skill tree. Les joueurs ne lisent pas, mais il y a une vidéo. Ça va vite quand même, hein. Mais une fois qu'on a fait ça, finalement, pas 100%, mais beaucoup plus de joueurs. Yes! Et du coup, ça a aussi réglé le problème que les joueurs trouvaient que ça prenait trop de temps à harvester, parce que là, du coup... et donc voilà comment on fait. C'est compliqué. Il y a des choses qui sont simples à régler et d'autres, ils sont compliqués. Il faut savoir d'où vient le problème et pourquoi on a ce problème-là et comment le régler. C'est ça qui est le plus difficile. Et le problème, c'est que dans le jeu vidéo et même dans la société de façon générale, on n'a pas encore une bonne maturité de la stratégie UX. Beaucoup de gens pensent que l'UX, c'est que du UX design ou c'est même que du UI. L'UX, c'est une approche. C'est un état d'esprit dans lequel on va se mettre à la place des joueurs et on va essayer de faire en sorte de repenser tout l'environnement pour accomplir nos buts. Donc c'est ça l'approche UX, c'est vraiment une approche qui contient de la recherche, de l'UX design, etc., etc. Mais bon, on n'en est pas là. Et surtout, le dernier niveau, c'est d'avoir une culture UX dans laquelle on s'assure de protéger les gens et de faire en sorte d'améliorer leur vie. Un design n'est jamais neutre. Donc, toutes les décisions qu'on va prendre dans l'environnement, par exemple, une bouteille en verre, ça ne va pas être aussi facile à utiliser qu'une bouteille en plastique pour récupérer du ketchup. Ça, c'est un exemple de base. Mais les décisions qu'on va prendre sur, par exemple, si les joueurs ne jouent pas 30 jours d'affilée, ils ne vont pas obtenir une récompense, ça a un impact, en fait, sur comment les joueurs vont jouer. Et là, pour le coup, ce n'est pas un impact qui est dans le meilleur intérêt des utilisateurs. Et c'est là où ça devient difficile, surtout dans des jeux vidéo où on met des frustrations par design pour que ce soit fun. Y a une ligne, en fait, où les frustrations, c'est plus fun et c'est plutôt, ça emprisonne un peu les joueurs et ça les oblige à revenir. Et c'est pour ça que c'est important de penser à l'éthique dans l'UX. L'éthique, l'inclusion, l'accessibilité, tout ça, c'est vraiment essentiel dans une approche UX. Donc, l'approche UX, c'est une approche, c'est centré sur l'humain. Ça a une démarche scientifique, c'est pas basé sur des opinions. C'est un processus collaboratif et surtout, le cœur de l'UX, c'est de la bienveillance. Encore une fois, on est là pour améliorer la vie des gens avec la technologie. Donc, tous les procédés qui sont mis en place pour améliorer le business, c'est pas de l'UX, c'est du business. Donc voilà, donc c'est important pour nous d'être advocate of the player, l'avocat du joueur. Bref, vous m'avez compris. Donc gardez en tête que le cerveau est biaisé et il va tirer du sens de ce qui se passe autour de nous, même avec peu d'informations. C'est comme ça qu'on réussit à éviter les prédateurs. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, le cerveau va juste créer un sens qui n'est pas là. Ça va être le cas pour nous quand on travaille en équipe. On va tirer des conclusions qui ne sont pas forcément là. Et ça va être pareil pour les joueurs. Donc c'est à nous d'anticiper tout ça. Et on ne va pas pouvoir le faire sans avoir un processus et une démarche, qui est la démarche UX. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Si vous vous intéressez aux jeux vidéo, tout ce que je vous ai parlé là, c'est dans le livre Dans le cerveau du gamer. J'en aurais amené si j'en avais encore, mais j'en ai plus. J'ai celui-là, c'est un tout petit bouquin, ça explique c'est quoi l'UX. J'ai écrit ça parce que ça m'énervait à chaque fois les gens qui comprennent pas c'est quoi l'UX. Donc si vous êtes dans le domaine et que ça vous énerve et que vous le gagnez, vous pouvez le donner à quelqu'un qui connaît pas. Ça vous permet de vous relaxer un petit peu. Voilà, donc je suis avec plaisir pour répondre à vos questions et j'espère que cette présentation vous a intéressé. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour cette conférence, c'était vachement sympa. Moi j'avais une question par rapport justement à la limite éthique entre... Parce que quand on fait un jeu, on parlait des motivations tout à l'heure, on a envie que le joueur ait envie de continuer à jouer. Même il y a des joueurs des fois qui disent « Oh, je suis accro à ce jeu, c'est trop bien !» mais de manière positive. Comment on arrive à situer la limite entre un jeu addictif, mais c'est bien, et un jeu addictif, et là c'est un peu pas bien? Ouais. Alors l'addiction c'est toujours pas bien et le problème c'est qu'effectivement on utilise ce terme un peu de façon légère. L'addiction c'est une pathologie, donc normalement quand on parle d'une addiction c'est à ça dont on devrait faire référence, mais dans le langage courant on utilise ça pour dire ouais, en fait je suis très engagé avec cette série télé ou ce jeu. Alors, l'engagement, c'est ce qu'on cherche dans un produit culturel, de toute façon, sinon, encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est enfermer les gens dans des patterns où ils se sentent obligés de revenir, parce que s'ils ne reviennent pas, ils ne vont pas avoir quelque chose. Donc, c'est compliqué d'établir la limite, c'est pour ça que... Ah, je ne l'ai pas mis, non. Ça, c'est malin. J'ai démarré avec pas mal de personnes dans le jeu vidéo, mais aussi des chercheurs et des gens qui font des législations autour des dark patterns, par exemple, pour essayer de trouver ces lignes éthiques. Ça s'appelle ethicalgames.org, vous pouvez aller voir. On est en train de travailler dessus. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose, mais le but, c'est de trouver une charte éthique et donc de définir ces lignes. Donc, on ne les a pas encore toutes définies. Je vous donne juste mon opinion, par exemple. Donner une récompense à un joueur qui a fait quelque chose ou qui revient dans le jeu, je pense pas que ça pose un problème éthique. Par contre, punir les joueurs parce que s'ils ne reviennent pas, ils perdent quelque chose, là je trouve qu'on franchit une ligne. C'est-à-dire que c'est ok de récompenser quand on vient, c'est pas ok de punir quand on ne vient pas. Et le problème, c'est qu'il y a pas mal de modèles économiques qui sont un peu sur cette base. C'est-à-dire que si on n'achète pas la saison machin, il faut jouer vraiment longtemps pour avoir des récompenses qui ne sont valables que pendant une saison. Et après, si on a loupé, ils ne seront plus jamais valables. Donc c'est compliqué. Et en même temps, quand on parle de procédés un peu, je n'utilise pas le terme addictif, mais plutôt discutable, à l'éthique discutable, on pense tout de suite à des jeux qui font beaucoup d'argent. La plupart des jeux échouent, en fait. Il faut se rendre compte qu'il y a énormément de jeux, ça coûte très cher à faire. Encore une fois, c'est une forme d'art. Il y a des gens qui sont passionnés et plein d'artistes qui travaillent sur les jeux. Ils sont mis à pied constamment en ce moment. Là, en 2023, il y a plus de 10 000 personnes qui ont été licenciées dans le jeu vidéo dans le monde. Enfin, en tout cas en Occident. Et donc, c'est pas évident, des fois, de trouver le bon modèle économique, d'autant que les gens, aujourd'hui, ne veulent plus payer pour les jeux. Ils veulent des jeux free-to-play. Et donc, les jeux free-to-play nécessitent d'avoir des mécaniques de rétention. Alors, rétention, ça veut pas dire qu'on les retient, mais ça veut dire qu'on veut qu'ils reviennent. Et à un moment, qu'ils convertissent, c'est-à-dire qu'ils achètent quelque chose. Et c'est pas toujours évident de faire ça de façon éthique. Donc, c'est pas facile, mais... il y a quand même des lignes directrices, donc ne pas punir le désengagement. On sait aussi que les loot box, donc les butins, c'est pas génial, parce qu'en fait, ça utilise des récompenses variables. Alors, la majorité des jeux utilisent des récompenses variables, mais pour rendre le gameplay engageant. Par exemple, quand on joue à Mario Kart, on va taper dans le bloc avec le point d'interrogation et on va avoir un truc variable. Des fois, c'est naze, c'est la peau de banane, ça saoule. Parfois, c'est un truc super cool qui nous permet de doubler tout le monde. Bon, ça, c'est le même principe, en fait. Et tous les jeux où on lance des dés, où on tire des cartes, a des récompenses comme ça variables. Mais ça sert le gameplay. Dans les loot box, ça sert la monétisation. Parce que c'est comme, en fait, les casinos.
c'est fait pour vous engager, pour payer, pour finalement avoir le gros lot. Donc là aussi, c'est une limite qui est pour moi relativement claire, d'autant qu'on sait que c'est particulièrement dommageable chez les mineurs. C'est pour ça que les casinos sont interdits aux moins de 18 ans. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des pays, notamment la Belgique, qui interdisent les loot box aux mineurs, voire même tous les jeux. Enfin, je ne sais plus où on en est. Mais donc voilà, il y a des législations là, qui commencent à se mettre en place à cause de ça. Donc c'est difficile pour moi de répondre à votre question de façon précise parce qu'il y a beaucoup de cas de figure, ça dépend du contexte, ça dépend si on s'adresse à des adultes, à des enfants, etc. Mais il y a quand même des lignes directrices qui commencent à s'éclaircir. Et donc on part de là et j'espère qu'avec le travail qu'on va faire, on va arriver à une charte éthique avec des principes pour nous guider beaucoup plus clairs. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est là pour engager. Donc il y a des moments où est la ligne, c'est pas toujours super clair. Merci. J'avais une petite question, désolé. Sur la research, c'est un peu l'idée, toujours quantitatif vs qualitatif. J'ai l'impression que dans le jeu vidéo, il y a quand même beaucoup de données, beaucoup de joueurs. Et je voulais juste un peu avoir votre expérience, à quel point c'était encore important aussi de faire du quali et comment ça peut vous aider dans le jeu. C'est très important de faire du qualitatif, notamment parce que le quantitatif, donc c'est recueillir des données en télémétrie pour regarder ce que les joueurs font. Alors, c'est agrégé, donc c'est pas toujours clair. Et surtout, on n'a pas forcément le contexte. On peut dire, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette zone-là ou dans cette situation-là. Ok, mais voilà, c'est quoi le truc qui a fait qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont morts? Dans le qualitatif, quand on fait venir les joueurs et qu'on observe, bah, on peut voir, c'était l'exemple dans un autre jeu sur Epic sur lequel j'ai travaillé, où les joueurs ne comprenaient pas les règles. Bon, ça, je ne vais pas vous expliquer, c'est un peu compliqué, mais et donc ne comprenaient pas qu'ils allaient se faire détruire complètement. Le quantitatif nous a dit les joueurs ne reviennent plus une fois qu'ils sont morts à cause de ça, mais on ne sait pas pourquoi. Alors que le qualitatif nous permet de comprendre, bah, en fait, ils ne comprennent pas cet élément en particulier, qui fait qu'ils meurent à cause de ça, et ce qui fait qu'ils sont saoulés parce qu'ils ne comprennent pas. Donc le qualitatif est toujours très important, ça donne du contexte au quantitatif. Le quantitatif, c'est utile parce que quand on fait venir les joueurs, on n'en fait pas venir 1000. Hein. Donc c'est un peu difficile aussi de savoir qu'est-ce qui va se passer quand le jeu sort, notamment quand on veut calibrer la difficulté du jeu. On a besoin de beaucoup de joueurs pour calibrer ça. Il y a des armes qui sont plus ou moins... Enfin, on veut balancer, équilibrer toutes les armes, toutes les situations. Ça demande beaucoup de joueurs. Donc on peut faire ça surtout avec du quantitatif. Par contre, il y a plein de choses. Tout ce qui est utilisabilité, c'est surtout le qualitatif qui va nous aider à faire ça. Ok, très clair. Ouais. Attendez, il faut que prendre parce que c'est enregistré. Donc après, on n'a pas la question. Comment s'articule un petit peu du coup dans l'industrie du jeu vidéo le rôle de l'UX designer versus le game designer et l'UI artist, parce qu'il y a souvent la notion d'artiste, etc. Je trouve ça j'ai enlevé cette slide parce que je me suis dit j'aurais pas de temps. C'est une question que j'ai beaucoup. Alors je vais schématiser, mais en gros les game designers sont là pour donner les règles du jeu. C'est-à-dire les game designers vont dire bah, là on va avoir un crafting system qui va consister en... les joueurs peuvent crafter des choses qui vont nécessiter de 2 à 4 ou 5 ingrédients. On va dire. Les ingrédients peuvent être des matériaux de construction ou des plantes et des machins. Et donc, en fait, les game designers vont déterminer tous ces paramètres. Les UX designers, une fois qu'ils ont ces paramètres, vont essayer de comprendre comment les joueurs vont interagir avec tout ça. Comment ils vont comprendre l'information. Donc, ils s'occupent de l'architecture d'information et le design d'interaction. Donc, par exemple, pour crafter, est-ce que juste ils cliquent sur un truc ou est-ce qu'ils doivent drag and dropper les différents ingrédients? Enfin, comment ça se passe en fait? Tout ça, c'est le boulot des UX designers. Et ils peuvent aussi revenir vers les game designers en disant bah là, c'est un peu trop compliqué. Là. Si on mélange et des matériaux et des ingrédients, on n'arrive pas à faire ça de façon claire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de tweaker le game design pour que... Est-ce que vraiment c'est essentiel de challenger les joueurs là-dedans? Donc il va y avoir un peu de challenge d'un côté et de l'autre. Et le UI design, en général c'est plutôt du visual design, c'est plutôt là pour le côté esthétique.
pour qu'après les icônes elles soient jolies, que l'interface soit jolie, que ça colle à la direction artistique, etc. Je schématise, hein, mais, et souvent c'est pas hyper clair dans le jeu vidéo, notamment on a beaucoup de posts UX/UI, et donc là on s'attend à une licorne qui fait tout. Ça c'est très couru dans le jeu vidéo et ailleurs. Alors ça va être la dernière question. Tout derrière. On n'a pas eu de femme hein, qui posait des questions, donc on va prendre deux dernières questions. Bonsoir, merci pour la conférence déjà. J'ai deux questions qui vont ensemble. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Et est-ce qu'il y a des exemples de jeux vidéo qui sont particulièrement brillants d'un point de vue du UX design? Je rigole parce que on pose souvent ces questions-là et souvent aux femmes si on joue aux jeux vidéo. Oui, en fait, c'est hyper important de jouer parce qu'on peut pas. C'est comme on pourrait pas être un cuisinier si on mange pas un peu et on regarde ce qui se passe dans les autres restaurants. C'est vraiment important de jouer aux jeux vidéo. Alors après, j'ai moins de temps de jouer aujourd'hui que je travaille dans le jeu vidéo qu'avant, mais j'ai grandi avec le jeu vidéo, donc j'étais déjà gamer à la base, et c'est hyper important quand on veut faire du UX design dans le jeu vidéo d'avoir une très bonne culture du jeu. Pas juste d'être gamer, mais de comprendre dans tel type de jeu, il va y avoir tel type d'interface. Là, ce tel jeu a fait une innovation en design interactif, donc c'est vraiment très important de se tenir à la page. Et donc oui, pour ça, on va jouer beaucoup, et je joue aussi pour le plaisir. Et l'autre question, c'était quoi? J'ai oublié. Est-ce qu'il y a un exemple de jeu vidéo qui est brillant d'un point de vue UX? Il n'y a pas de jeu vidéo à l'UX parfait, et c'est compliqué pour moi parce qu'il y a des jeux vidéo que j'aime beaucoup et donc je vois moins les imperfections parce que j'ai beau travailler dans l'UX, je suis aussi biaisée, mais les exemples que je vous ai donnés, la Supercell, sont quand même assez reconnus pour faire beaucoup de tests, pour travailler beaucoup sur les signes et feedback. Des jeux comme World of Warcraft ont été super bien faits, ils permettent aussi de regarder plein de choses. Les jeux Nintendo aussi sont très réputés pour ça. Donc non, il y a plein de jeux qui vont avoir beaucoup de points forts en UX, d'autres qui vont avoir des points faibles, mais dans tous les jeux, hein, parfois on me dit non mais Dark Souls c'est l'anti-UX. Bah non, en fait Dark Souls, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu très punitif, et c'est souvent un jeu qu'on va utiliser pour dire non mais si on avait de l'UX dans tous les jeux, on n'aurait plus Dark Souls. En fait, le conditionnement dans Dark Souls, c'est très fort. Les signes et feedback sont très très bien faits et c'est très cohérent. C'est-à-dire que on sait à quoi s'attendre, c'est au pixel près. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont très bons dans Dark Souls d'un point de vue UX. Pas forcément dans l'interaction de design des menus, mais dans le monde. Voilà, pour répondre en gros à la question. Merci. Et donc je vais prendre juste la dernière question derrière, si ça ne dérange pas. Merci d'accepter cette question. Je voulais revenir sur l'accessibilité. Je voulais savoir si vous étiez confiante qu'on pouvait faire des jeux 100% accessibles. Vous avez parlé de l'accessibilité, mais il me semblait qu'il y avait aussi peut-être des problèmes avec... Il y a tellement de critères entre les contrastes, les personnes malvoyantes, etc. À 100%... Oui, mais même les interfaces, c'est compliqué. Oui, non, mais bon, c'est compliqué pour beaucoup de choses. Par contre, il y a vraiment beaucoup de place pour l'amélioration. C'est devenu quand même un peu plus central dans les jeux. Il y a beaucoup plus de jeux qui prennent ça sérieusement. Et notamment, il y a beaucoup plus de gens qui sont en situation de handicap, qui sont embauchés pour aider justement à l'accessibilité. Et si on fait participer la communauté, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. L'idée, c'est pas forcément de rendre le jeu accessible à 100%, mais c'est de regarder quelles sont les barrières, donc que ce soit des barrières sensorielles, des barrières cognitives, des barrières physiques que l'on met dans le jeu. Et est-ce que ces barrières sont vraiment essentielles au challenge qu'on souhaite offrir? Et même si c'est essentiel, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire le même genre de challenge, mais dans une autre modalité? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est offrir une certaine expérience aux joueurs. C'est ça qui est important. Pas forcément... si on veut que ça soit challengeant, le challenge, ça va être perçu différemment d'une personne qui est hardcore, d'une personne qui est casual et d'une personne qui va être en situation de handicap. Donc ce qu'on veut, c'est que ces personnes soient challengées, pas qu'elles puissent pas jouer. Donc voilà, c'est un peu cette mentalité-là qui peut nous permettre d'avancer. 100%,
on est loin d'y être et je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, on peut clairement rendre les jeux beaucoup plus accessibles aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Mais on va faire le petit tirage au sort, là, je crois.